bonjour à tous pour cette rétrospective 2020 dans ces temps très particuliers. Et pour faire un petit peu plus particulier, pour la première fois en une quinzaine d'années, je ne suis pas en présence ou en présentiel comme on dit aujourd'hui. Une mauvaise toux nous a fait comprendre que c'est probablement mieux d'enregistrer, mais je serai en direct avec vous pour les questions à la fin. Alors, merci d'être aussi nombreux encore une fois pour participer à cette rencontre. Merci à TELUS de me donner l'occasion une fois de plus de fouiller dans les données et d'essayer d'en extraire des éléments que je pense pertinents et que j'espère que vous trouverez intéressants. Et avant d'aller plus loin, si certains d'entre vous ont perdu des êtres chers ou si il y a eu des maladies qui vous ont affecté cette année, on a une pensée pour vous tous. Alors, sans plus tarder, vu que le temps nous est compté, allons-y. Alors, notre ordre du jour, comme par les années passées, en 4 sections, terminologie et mise en contexte, résultats clés, quelques comparaisons avec la RAMQ, l'Ontario et d'autres considérations, et enfin, ce qui nous occupe tous, les médicaments de spécialité. Alors, première section, terminologie et mise en contexte. Pour ceux d'entre vous qui êtes là depuis des années, vous allez dire c'est peut-être un peu redondant, mais comme on a des nouveaux participants, on espère bien chaque année, il faut revenir un peu sur ces mots-là. Alors, une ordonnance, une RX, un médicament, une prescription, une réclamation, tout ça, pour nous, c'est la même chose. Dans les diapos, c'est un ou l'autre qui va être utilisé. Moi-même, dans mon texte, la même chose. Un formulaire, évidemment, c'est la liste de médicaments couverts par un régime. Et un régime, c'est la couverture donc globale. Donc, la liste de médicaments, compte tenu de la franchise, de la couverture, c'est des maximums. Ici, on a un bon nombre de définitions, mais je vais m'attarder à 4 d'entre elles. Premièrement, assurer certificat, vous allez me dire, c'est assez évident, mais comme on a des chiffres qui sont sur les 2 barres, c'est pour ça que je pense que c'est une bonne chose de s'y arrêter. Donc, assurer, c'est toute personne couverte. Donc, que ce soit l'adhérent, le conjoint, la conjointe ou un enfant. Alors que les chiffres par certificat, c'est un chiffre par famille. Et donc, ça peut être l'adhérent seul pour un contrat individuel ou l'adhérent avec ses personnes à charge, les personnes à charge qui lui sont rattachées. 2 autres définitions. Coût admissible. Alors, c'est le coût du médicament qui est jugé admissible par TELUS suite à l'adjudication. Cette mesure ne tient ni compte ni de la franchise ni de la coassurance et la grande majorité, sinon tous les chiffres que je vous présente, sont en coût admissible. Médicament de spécialité, c'est un médicament dont le coût annuel est supérieur à 10 000 $. Ça fait des années que c'est la définition qui est employée dans l'industrie. Alors, nous continuons sur cette base. Alors, quelques points dont il faut faire attention. Les données présentées, évidemment, c'est l'ensemble des données de TELUS. Lorsque vous comparez pour un groupe, il faut bien tenir compte des particularités de ce groupe, c'est-à-dire en particulier la couverture même du régime, les facteurs démographiques, que ce soit la distribution selon l'âge, selon le sexe, le nombre de personnes à charge, la répartition des assurés par province, s'il y en a, et l'industrie dans laquelle évolue le groupe. Je pense que vous servez le plus souvent de ces données-là ou de la comparaison lors du renouvellement. Et à ce moment-là, d'autres points, je pense, dont il faut se rappeler. Alors, un renouvellement, évidemment, vous regardez l'expérience de votre groupe en particulier et vous regardez aussi la totalité des soins médicaux et non seulement la portion médicaments, ce que l'on fait ici. Donc, vous rajoutez les soins hospitaliers, soins paramédicaux, etc. L'érosion de la franchise, plus la franchise est élevée, plus c'est important. Il faut tenir compte de cet élément. La mise en commun, que ce soit la mise en commun de la SCAMQ ou celle directement avec l'assureur ou autre. La plus grande volatilité d'un groupe spécifique, même si c'est un groupe de 2, 3, 4 000 participants, adhérents, il peut avoir de la volatilité importante comparée au portefeuille de TELUS, évidemment. Le vieillissement de la population assurée. Ici, peut-être important de se rappeler, un groupe qui est jeune, les nouvelles technologies, ça va coûter moins cher, en façon générale, parce que les gens sont plus en santé, mais il y a des chances qu'ils vieillissent beaucoup plus qu'un groupe mature où il y a des gens qui prennent leur retraite, qui quittent, et il y a des jeunes qui remplacent, qui arrivent. Alors qu'un groupe plus jeune, généralement, il y a à peu près personne qui quitte, donc le groupe vieillit essentiellement d'1 an par année. Et le renouvellement de l'assureur, il faut toujours s'en rappeler, prospectif, alors que nous, notre analyse est rétrospective. 3 autres définitions importantes. Alors, un médicament unique ou les médicaments uniques, c'est les médicaments qui viennent d'arriver sur le marché où ça fait un certain temps, mais qui n'ont pas encore d'équivalent générique.
Les génériques, ce sont des copies équivalentes aux médicaments uniques. Il y a des gens qui vont dire que c'est pas équivalent, mais genre, pour fin de présentation, on va les considérer équivalents. Et les médicaments que nous, on appelle originaux, innovateurs ou même novateurs, c'est des médicaments uniques, mais qui ont été copiés, alors, qui ont des génériques. Et à moins d'indication contraire, les données de cette présentation sont pour les assurés de moins de 65 ans. C'est ce qui nous intéresse plus dans le secteur privé. Tous les contrats, que ce soit en paiement direct ou en paiement différé, sont inclus. Il y a très peu de cas maintenant en différé. Et les coûts admissibles, comme on l'a mentionné précédemment, c'est les coûts avant franchise et coassurance. Alors, une petite rétrospective sur les chiffres du portefeuille de TELUS. Alors, au 31 décembre, pour le Québec, on avait 855 000 certificats, une augmentation de 1,5 Hors Québec, 3,9, près de 4 millions de certificats, mais une diminution de 2 des assurés. Les assureurs, on sait, ont fait des efforts importants pour pouvoir conserver les groupes, pour donner, en bon français, des breaks aux employeurs qui payaient les primes, etc. Mais il demeure qu'on a perdu quand même un certain nombre d'assurés qui, j'espère, reviendront en 2021, sinon en 2022. Et donc, au total, pour le portefeuille de TELUS, je m'excuse, j'ai oublié des clics. Pour le portefeuille de TELUS au complet, 4,8 millions assurés, ce qui veut dire probablement 12, 13, 14 millions d'assurés au total, c'est-à-dire c'est 4,8 millions de certificats. Et donc, une baisse au global de 1,4 du portefeuille. Une diapo qu'on présente depuis un bon nombre d'années pour se comparer au marché, si on veut, extérieur. Alors, c'est la croissance des achats par les pharmacies communautaires au Canada, au complet. Alors, pour les plus jeunes qui n'avaient pas connu ces bonnes années des années 2000, où les augmentations annuelles étaient dans les 14, 15, 16 les nouvelles molécules qui arrivaient sur le marché, qui étaient plus chères, mais qui étaient surtout dans bon nombre de cas utilisées par beaucoup de patients. Alors, c'était des augmentations majeures. Ça a diminué depuis ces années-là jusque dans les années 2010, 11, 12, où là, il y a eu une baisse relativement importante des coûts dus en particulier à la légifération sur les produits génériques. Et on voit dans la dernière année, alors au Canada, on a une augmentation de 3,8 alors qu'au Québec, c'est une augmentation de 6,2 Il est important ici de voir les différences qui peuvent venir avec les données de TELUS. Alors ici, je le répète, c'est les achats, la croissance des achats par les pharmaciens. Alors, les pharmaciens, évidemment, ils achètent des médicaments non seulement pour le secteur privé, mais le secteur public aussi. Et donc, ces chiffres-là reflètent l'augmentation de la croissance de la population canadienne, ce qui n'est pas nécessairement la même chose que le portefeuille de TELUS. On a vu une baisse de 1,4 tantôt. Ça n'inclut pas, c'est vraiment le point le plus important, les marges et les honoraires des pharmaciens, parce que c'est les achats par les pharmaciens et non pas les achats par les patients. Et ça ne comprend pas, c'est-à-dire que ça comprend ici tous les régimes gouvernementaux, alors que les chiffres de TELUS, ça exclut les régimes gouvernementaux, les franchises et les coassurances. On pense surtout ici au régime de l'Ouest canadien. Alors voilà pour la première section facile pour votre examen, terminologie et mise en contexte. On va passer aux choses que vous attendez tous plus, je suppose, les résultats clés. Alors, première diapo des résultats clés. Au Canada, une augmentation du coût mensuel. Ce qu'on a ici, c'est l'augmentation du coût mensuel de 3,8 et qui varie évidemment d'une province à l'autre, comme on le voit dans l'Ouest à 1,8 et au Québec 5 Par contre, vous vous rappelez probablement, en 2018, il y a eu la OHIP Plus en Ontario qui a été annulée en avril 2019, mais ce qui veut dire que les 3 premiers mois de l'année 2019 à laquelle on se compare, il y avait moins d'assurés en Ontario. Alors, pour avoir une comparaison égale pour toutes les provinces, on fait comme pour les 2 dernières années, on va comparer les assurés de 25 à 64 ans. Alors, on voit que pour l'Ontario, bien évidemment, au lieu d'avoir une hausse de 4,3 qu'on a vu tantôt, on a une hausse de 3,3 qui est plus basse. Pour les autres provinces, il y a des variations, pour le Québec en particulier, mais c'est très minime. Alors, on a une augmentation de 5,1 comparé aux 5 lorsqu'on prend tous les assurés.
Alors, ce coût mensuel est composé de deux éléments. Premièrement, le coût c'est-à-dire la variation du coût d'une prescription comme telle. Alors, ce qu'on a ici, c'est le coût, la variation des coûts par province, par région de chaque prescription ou la moyenne des prescriptions. Donc, au Québec, 3,3 pas mal plus élevé qu'ailleurs. En Ontario, 0,9. Dans l'Ouest, 1,3. Il faut se rappeler, rappelez-vous, en avril 2020, au début de la pandémie, on avait peur d'avoir des pénuries de médicaments. Alors, dans les provinces à l'extérieur du Québec, où il y a et il y a encore beaucoup de prescriptions qui sont pour plus de 30 jours, donc 90 jours, ce qui est arrivé, c'est que on a coupé ces temps-là, si on veut, de prescription de 90 jours à 30 jours pour éviter les pénuries. Et on voit qu'il y a eu des baisses, donc, de quantité par prescription. Alors, ce qu'on a ici, si je vous amène plus à l'Ontario, la quantité est baissée de 6 donc qui influence évidemment le coût admissible par prescription. Dans les autres régions, ça a baissé au Québec de 2 mais c'est quand même beaucoup moins qu'en Ontario et dans les provinces de l'Ouest. Alors, il faut se rappeler de ce phénomène-là. Donc, une hausse, la hausse des coûts admissibles par prescription. L'autre élément qui vient influencer le coût mensuel, bien, c'est l'utilisation mensuelle. Alors, ici, on a l'utilisation encore par région. Au Québec, 1,7 En Ontario, 2,4 Mais c'est le corollaire de ce qu'on a dit tantôt. S'il y a moins de quantité de médicaments par prescription, mais que les gens vont prendre le même total en début d'année, en bout d'année, c'est-à-dire, bien évidemment, les gens vont aller plus souvent à la pharmacie. Donc, il y a une augmentation, si on veut, artificielle de l'utilisation ici, particulièrement dans toutes les régions, parce que toutes les régions ont baissé. Mais c'est beaucoup plus important en Ontario à 2,4. Alors, il faut tenir compte de ces éléments-là. L'an prochain, ou en tout cas en 2021, ce sera probablement replacé. Peut-être un petit point ici sur les données d'en bas. Alors, on voit deux choses, c'est que il n'y a pas une grande variation d'une province à l'autre dans les groupes d'âge et il n'y a surtout pas de variation d'une année à l'autre, alors 2019 à 2020. Si on prend au Québec, on est resté au même âge moyen, 44,3. En Ontario, une toute petite baisse de 0,1 Donc, l'élément âge n'a pas vraiment d'effet sur notre analyse cette année. En notre grand tableau annuel dont on se sert, on passera pas à travers tous les chiffres, mais quand même un certain nombre d'entre eux. Alors, premier chiffre ici, au Québec, alors c'est le coût mensuel admissible par certificat. 124,85 On peut comparer ça probablement à une prime mensuelle moyenne, donc moyenne entre les contrats individuels et les contrats familiaux. Il n'y a pas, c'est les coûts avant franchise coassurance, alors que vos régimes, quand il y a des primes, c'est après franchise coassurance, mais en même temps, nous, c'est avant les frais d'assureur, les frais de courtage, etc. Donc, un dans l'autre, je pense que vous allez reconnaître ici un coût moyen pour les médicaments dans un contrat d'assurance collective. Alors, le 124, ça compare comme du Québec, ça compare comment au Canada. Donc, au Canada, on a 97 en moyenne, qui est quand même passablement plus bas que le Québec. Et ce chiffre-là, ben, comme on le rappelle à chaque année, est tiré vers le bas beaucoup par les provinces de l'Ouest. Pas parce que les provinces de l'Ouest consomment moins, mais c'est dû au régime Pharmacare dans 3 provinces en particulier, Colombie-Britannique, Manitoba et Saskatchewan, où le gouvernement paie pour les médicaments au-dessus de 3-4 des revenus annuels moyens. Donc, on peut penser à 3-4 000 évidemment. Donc, tous les médicaments très coûteux, une très grande partie de ces coûts-là sont pris en charge par le gouvernement et non pas par les régimes privés, ce qui explique la différence. On s'attarde un petit peu plus à l'Ontario et le Québec en comparaison entre l'Ontario et le Québec qui nous intéresse plus, c'est plus comparable. Alors, en Ontario, 102 Donc, on voit ici que le Québec, là, juste un calcul rapide, on parle de 20 de plus environ pour le Québec sur les coûts. La deuxième ligne, ben, je le mentionnais au tout début, là, ça ici, c'est un coût par assuré. Alors, chaque assuré en moyenne, incluant les enfants, les conjoints, etc. Alors, c'est un coût qui est évidemment plus bas. Rappelons-nous, je ne l'ai pas mentionné, là, ici, on parle de tous les assurés 0-64 ans parce que c'est l'année 2020. Alors, l'effet du OIP de 2019 ça n'a plus d'effet ici.
Alors, on voit ici une différence importante aussi entre le Québec et l'Ontario, si on regarde les coûts par assuré. Ces coûts-là ces coûts mensuels proviennent de deux éléments, comme on l'a dit précédemment. Alors, le coût mensuel admissible par prescription. Alors, en Ontario, 86 et au Québec, 65. Beaucoup plus cher en Ontario. Pourquoi? Parce que l'Ontario est comme dans les autres provinces. Il y a beaucoup de prescriptions qui sont pour 90 jours, donc des prescriptions plus importantes, même s'il y en a eu moins en 2020 que dans les années précédentes. Il demeure que c'est encore un phénomène qui est important. Et on va revenir d'ailleurs sur la question des quantités par prescription un petit peu plus tard. Donc, un coût moyen qui est beaucoup plus élevé en Ontario, ce qui est conséquent avec une quantité beaucoup plus élevée de médicaments, donc 56 unités de médicaments par prescription comparativement à 42 au Québec. Et évidemment, comme les prescriptions sont plus importantes en Ontario, ben les gens vont moins souvent en pharmacie. Donc, en Ontario, un assuré moyen va aller en pharmacie une fois par 2 mois, 50 %, alors qu'au Québec, c'est presque une fois par mois, donc à 89,89. Ces coûts-là sont aussi influencés par deux autres éléments. Le pourcentage de génériques utilisés, on voit ici l'Ontario à 62 %, le Québec à 64 %. On a eu dans les années passées beaucoup plus de différences. Ici, c'est rendu essentiellement au même niveau, donc cet élément-là est rendu neutre, si on veut, dans nos comparaisons. Et ce qui est pour l'âge moyen par assuré, encore là, on est essentiellement le même âge. Alors, ces deux éléments-là qui, dans les années passées, avaient souvent une influence relativement importante sur les coûts, les différences de coûts entre le Québec et l'Ontario. Pour l'année 2020, il n'y a plus vraiment d'effet de ces éléments-là. Alors, si on revient au Québec d'une façon plus précise, alors là, on regarde le coût par groupe d'âge. Alors, on retrouve en moyenne notre 5 % dont on parlait tantôt. Ici, c'est pour tous les assurés encore de 0 à 64 ans. Alors, ce qu'on voit peut-être à gauche pour les moins de 10 ans, 10 à 19 ans, les enfants, des baisses de coûts. On va voir plus tard, c'est vraiment, selon nous, un effet de la pandémie, de l'année qu'on a passée. Puis on va voir un petit peu pourquoi un petit peu plus tard. Alors, mais l'autre élément qui, évidemment, nous saute aux yeux tout le monde, alors c'est le 20-24 ans. 18,5 % d'augmentation comparativement à 5 % pour la moyenne de tous les assurés. Alors, évidemment, on est allé voir pourquoi c'est une différence si importante. Alors, ce qu'on a ici, c'est l'augmentation de coûts pour 5 maladies en particulier et tous les autres médicaments. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que pour les dépressions, il y a 7 % de l'augmentation du coût. Donc, ce qui veut dire du 18,5 %, là, en gros, 1,5 % est dû à la dépression. 27 %, donc le quart des coûts, est dû à des maladies orphelines. Alors ça, on avait vu aussi ce phénomène-là dans les années passées. Maladies orphelines qui entraînent des coûts par prescription extrêmement élevés, souvent de 100, 200, 500 000 $ par année même. Alors, ça prend pas beaucoup de cas pour influencer une moyenne. Troisième maladie, dermatologie, 13 %, hyperactivité, 10 %, arthrite rhumatoïde, 17 % et toutes les autres maladies ensemble, un quart. Donc, je pense que la conclusion de ça, c'est que les maladies orphelines ont une influence importante, mais il demeure que pour l'ensemble, pour l'augmentation globale, c'est réparti vraiment entre toutes sortes de maladies, certaines bien plus importantes que d'autres. Passons à l'analyse de l'utilisation des génériques. Alors, on voit ici l'augmentation des coûts de notre graphique habituel et les chiffres sont pour le Québec. Alors, sur 5 ans, on est passé de 58 % à 64 % et le Québec se retrouve maintenant en milieu de peloton au Canada où on a des coûts moyens de 62 à 71 %. Mais analyser l'utilisation des génériques comme telle, je pense qu'il faut prendre plus à l'inverse. Alors, on utilise des génériques quand? Bien, quand il y a des médicaments qui ont des génériques, donc les médicaments innovateurs. Alors, ce qu'on a ici, c'est les courbes d'utilisation des médicaments innovateurs. Et on voit que dans les années, on recule ici 11 ans, là, on voit que dans les années 2012 à 2015, le Québec, et c'était historique, on utilisait beaucoup plus de médicaments innovateurs et donc moins de génériques que dans les autres provinces. On était à des niveaux de 14-15 %. En 2015, il y a eu un changement sur la loi de l'assurance médicaments où on a pu forcer l'utilisation des génériques et donc on a vu une baisse
que je qualifierais de drastique là, en 2 ans. On est passé de 14 à 9 %. Et depuis ce temps-là, on descend un petit peu à chaque année. Et donc, on se retrouve essentiellement au même niveau que l'Ontario, un petit peu plus élevé encore. Ce qui est peut-être intéressant à regarder ici, c'est la ligne grise en bas qui est province atlantique. On parle rarement des provinces atlantiques, mais les provinces atlantiques sont à 3 %. Donc, la moitié des autres provinces et du Québec. Et c'est essentiellement dû au fait que la grande majorité des régimes dans les provinces atlantiques sont soumis à la substitution générique. Alors, c'est obligatoire de substituer. Et donc, c'est 95 % des assurés qui sont soumis. Et on voit tout de suite l'influence sur l'utilisation des innovateurs. Alors, ça, c'est des données par nombre de RX. Donc, on retrouve notre 7 % d'innovateurs dans le bas, notre 64 % de générique. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste les médicaments uniques, où en termes de nombre de prescriptions, on est à 29 %. C'est relativement stable au cours des années. 32, 29 %. Il n'y a pas vraiment de grosses différences pour les médicaments uniques. Regardons maintenant les différences quand on regarde non pas le nombre de prescriptions, mais les coûts, la répartition en dollars. Alors, on reprend nos médicaments innovateurs. On est à 5 %, on est à 7 en nombre de prescriptions, donc essentiellement la même chose. Mais pour les médicaments uniques et génériques, là, c'est complètement l'inverse. Les médicaments uniques qui étaient à 29 % sont maintenant 69 % des coûts et les médicaments génériques à 26 % des coûts. Et ce montant-là pour les génériques se maintient. Alors, les médicaments uniques, on le voit chaque année, il y a une augmentation pas énorme, mais à chaque année 1 ou 2 % de plus. Donc, l'année 2020 n'a pas était sur la même lignée. Alors, on est passé de 68 % à 69 %. Alors, un certain nombre de médicaments de plus, on n'en trouve pas 25 000 par année, mais ceux que l'on trouve sont généralement beaucoup plus chers que les autres médicaments utilisés anciennement. On a parlé de substitution générique pour les provinces atlantiques, mais regardons qu'est-ce qui s'est passé au Québec. Alors, on voit ici là sur 10 ans et un peu plus. En 2011, on avait 45 % des assurés qui étaient soumis à la substitution générique, donc 55 % qui ne l'étaient pas. Et on est rendu aujourd'hui à 85 % d'utilisation de la substitution générique, obligatoire ou régulière, ce qu'on appelle régulière. Et donc à 15 % de régimes qui n'ont pas de substitution obligatoire. Alors, cette évolution-là s'est faite en quelques étapes plus importantes les unes que les autres. 2012-2013, il y a un certain nombre d'assureurs qui ont rendu, là, je vais faire des pléonasmes, mais standard dans leur régime standard, l'utilisation de la substitution générique. Donc, tous les régimes standards étaient soumis à ça. Donc, on a vu une baisse de 6 points de pourcentage, de 52 à 46. 2015-2016, le changement de loi de l'assurance médicaments dont on a parlé tantôt, là, c'est 7 points de pourcentage que les régimes de non-substitution ont perdu, passé de 44 à 33 %. Et ça continue à descendre. Mais ce qui est peut-être intéressant de souligner pour les 2 dernières années, c'est non seulement la baisse des régimes qui n'ont pas de substitution, mais surtout l'augmentation qui se passe carrément dans les régimes où il y a substitution obligatoire. Donc, il y a 2 ans, on est passé de 48 à 57 %. Donc, une augmentation de 9 points, c'est majeur. Et l'an dernier, de 57 à 64 %, une augmentation de 7 %. Alors, c'est une évolution lorsqu'on peut faire un changement et que la grande majorité maintenant des preneurs de contrats utilisent. Si on veut se comparer au Canada, alors ici, on a le Québec et le Canada à droite, entre parenthèses l'année 2019. Alors, pour le Québec, bon, on retrouve notre 85 % dont on vient de parler. On était à 81 l'an passé de substitution générique, donc un bond quand même important là, de 4 points. Alors qu'au Canada, on est passé de 87 à 88. Si on enlève le Québec, on peut supposer que le Canada est resté essentiellement au même niveau. Je vous amène à la dernière ligne ici, substitution générique obligatoire. J'en ai parlé précédemment. Mais au Québec, un bond important de 57 à 64 %, alors que au Canada, au total, c'est resté au même niveau. Donc, ce qui veut dire que dans les autres provinces, il y a peut-être même eu une perte un peu à ce niveau-là. Pas beaucoup, là, peut-être un point de pourcentage, mais de baisse de régime. Mais ça peut être simplement une variation là, temporaire.
Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est au lieu de comparer en nombre d'assurés, si on compare en nombre de groupes, alors ici, on voit 85 en termes d'assurés et en termes de groupes, 87 des groupes qui ont de la substitution générique. Je vous amène à la dernière ligne, je trouvais ça intéressant. Dans les années passées, donc je compare ici non pas à l'année 2019, mais à l'année 2015. Alors, 15 de régimes qui n'ont aucune substitution, comparé à 13 en termes de groupe, c'est à peu près la même chose. Mais en 2015, c'était 41 en termes d'assurés et 20 en termes de groupe. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de grands groupes qui n'avaient pas de substitution générique. C'était beaucoup plus chez les petits groupes. Alors, on peut voir maintenant qu'on est rendu essentiellement au même niveau dans les deux, avec les deux façons de comparer. Donc, ce qui veut dire que les régimes maintenant qui n'ont aucune substitution, il y a probablement quelques petits régimes là-dedans, des régimes moyens et des grands régimes, quelques-uns. Et donc, vraiment une comparaison, là, c'est rendu répandu dans tous les groupes. Est-ce qu'on se rendra un jour aux provinces atlantiques à 95 d'utilisation de régimes avec substitution générique? On verra. Mais en tout cas, la tendance est encore très forte. Là, on sort complètement de l'utilisation des génériques. Une diapo sur la non-adhésion aux médicaments ou l'adhésion, mais ce qu'on regarde, c'est vraiment la non-adhésion. Alors, il y a plusieurs choses ici à regarder. Alors, on regarde la non-adhésion pour 4 maladies en particulier. Alors, et le pourcentage en dessous, donc la dépression, le pourcentage sous chaque maladie, c'est le poids de chacune de ces maladies-là dans le portefeuille de TELUS, donc 5,2 le diabète, 11 les problèmes gastro-intestinaux ou ulcères, 2,5 et les problèmes cardiovasculaires de 2,2 Alors, on voit et on compare maintenant la non-adhésion pour l'année 2016 à 2020. La non-adhésion, en parenthèse, je ne veux pas passer trop de temps, c'est un peu technique. Ceux qui voudront aller prendre plus d'informations sur Internet, on trouve beaucoup de choses. Alors ici, c'est calculé par le ratio de possession de médicaments. Autrement dit, on regarde le nombre de jours qu'une personne a des médicaments dans l'année calculé par l'achat des médicaments chaque mois sur le nombre de jours, c'est-à-dire le nombre de jours que la personne devrait avoir. Donc, elle doit avoir des médicaments pour toute l'année, c'est 365 jours. Mais si elle a pris des médicaments seulement pour 10 mois, ben ça sera pour 300 jours seulement. Donc, le ratio de possession, c'est le nombre de médicaments achetés sur le nombre de médicaments que la personne devrait avoir. Si c'est en bas de 0,8, on donne une chance aux gens de sauter un mois peut-être de temps en temps. Mais en bas de 0,8, on va considérer que c'est de la non-adhésion. Alors, si on revient à la dépression, on voit qu'on est dans les 20-24 une petite hausse. Est-ce que la hausse est due à la pandémie? C'est possible un peu que les gens aient moins suivi leur prescription, c'est possible. Diabète, c'est vraiment très stable à 27 les ulcères et les problèmes gastro-intestinaux au même niveau aussi. Ce qui est un petit peu étonnant peut-être, cardiovasculaire, problème de cholestérol, là, il y a une hausse importante de 13 à 19 Est-ce que les gens, est-ce que c'est l'année 2020? Je ne penserais pas. On pourra confirmer l'an prochain. Est-ce que c'est pas dû à la pandémie? Mais on voit que les gens sont peut-être font moins attention peut-être à leurs problèmes de cholestérol. Effet de pandémie, je suis passablement convaincu que vous aviez hâte de voir certaines données, comment on a pu évaluer les effets de la pandémie sur l'utilisation des médicaments. Les effets de la pandémie, on pourrait faire des études, il y en a sûrement un paquet qui vont sortir sur toutes sortes de choses dans la société en général. On est extrêmement limité et pointu sur l'utilisation des médicaments. Alors, première chose qu'on a voulu regarder, puis on a parlé au début sur les premières diapos, c'est la variation de la quantité de médicaments par prescription. Alors, ce qu'on a ici, c'est la variation du nombre de la quantité par prescription comparée à janvier 2020. On n'a pas voulu comparer à l'année précédente parce que les médicaments sont peut-être pas nécessairement les mêmes. Mais pour une année donnée, alors on part au mois de janvier, on a tel nombre en moyenne et on se compare le restant de l'année. Et comme vous l'avez en haut, c'est pour les maladies aiguës. On verra pour les maladies chroniques dans la diapo suivante. Alors, on voit très clairement que pour l'Ontario, en vert, déjà au mois de mars, il y a une baisse, et il y a une baisse majeure au mois d'avril qui se continue au mois de mai, la ligne verte dans le bas. Et à partir du mois de juin, je pense que la crainte de pénurie s'est un peu estompée et donc on est revenu, non pas à notre moyenne, mais on est à 95
Et vers la fin de l'année, là, et c'est à peu près vrai pour toutes les provinces ou les régions, on est revenu à notre niveau normal. Intéressant de voir la ligne grise province Atlantique et la ligne bleue province de l'Ouest. On voit que ces deux régions-là, la baisse est comme en Ontario. Ça commence au mois de mars, ça descend au mois d'avril. Mais là, alors que l'Ontario a continué au mois de mai, les deux autres provinces sont revenues à la normale, si on veut, déjà au mois de mai. Alors, probablement que la crainte de la pénurie s'est estompée plus rapidement dans ces régions-là. Pour ce qui est du Québec, la ligne rougeâtre brune, il y a une baisse aussi beaucoup moins importante. Il y a beaucoup moins de prescriptions de 90 jours, donc c'est normal. On ne coupe pas une prescription de 30 jours en prescription de 2 semaines. Mais il y a quand même une baisse, une influence ici. On voit d'environ 5 %. Et là, comme ailleurs, comme dans les autres provinces, on est revenu à notre niveau standard vers la fin de l'année. Pour les maladies chroniques, ici, alors là, c'est vraiment différent. On voit que pour l'Ontario, la ligne verte, et pour les provinces atlantiques, là, c'est une baisse majeure, une baisse de 40 %. Alors, la quantité dans ces mois-là était à 60 % de ce qu'elle était avant. Dans les provinces de l'Ouest, c'est un petit peu, la baisse est un peu moins, mais elle est quand même majeure. Là, c'est 25 % de baisse. Et on a le même phénomène qu'on a vu tantôt. L'Ontario continue au mois de mai, alors que les provinces de l'Ouest et les provinces atlantiques remontent déjà au mois de mai. Pour le Québec, il y a une baisse, mais beaucoup moins forte que dans les autres provinces. On baisse environ de 10 % environ à 90 % de ce qu'on était. Et la variation, évidemment, il y a une question de réajuster les prescriptions de tout le monde. Et on revient au niveau à peu près standard. On voit que l'Ontario et les provinces maritimes sont à 100 %, mais le Québec et les provinces de l'Ouest, il y a une petite baisse encore, 97 % peut-être. Personnellement, je pense ici qu'il y a une question d'utilisation. C'est des médicaments qui vont être moins utilisés que d'autres. Donc, c'est dû à la pandémie, mais c'est pas dû à la pénurie de médicaments. Mais essentiellement, je pense qu'on voit très bien l'effet de la pandémie sur l'utilisation des médicaments. Autre point qui vous intéresse sûrement beaucoup, c'est l'effet de la pandémie, encore une fois, sur les maladies. Alors, il y a beaucoup de choses ici, je vais prendre le temps. Alors ici, on a probablement la variation, comme on le voit dans le haut, la variation du nombre de prescriptions par assuré. C'est pas les dollars, c'est les prescriptions. On pensait que pour analyser la variation, les dollars ont pas vraiment d'importance. Là, c'est un médicament qui est cher ou pas. C'est beaucoup plus, c'est un médicament qui est beaucoup utilisé ou pas. Et on l'a pour ici c'est les adultes. On va voir les enfants dans la diapo suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On aurait pu mettre toutes les maladies, mais on aurait eu 35 lignes, là, ça aurait été beaucoup. Alors, ce qu'on a fait, on a regardé les 10 maladies ou les plus importantes en nombre de réclamations. Et on a pris dans ces 10-là les 8 maladies qui avaient les variations les plus importantes. Autrement dit, s'il y a une maladie qui avait 1 ou 2 % de variation, on l'a enlevé. Donc, on a regardé 8 maladies et celle qui fait, et dernière chose avant de regarder les maladies en particulier, la ligne verticale, c'est l'augmentation ou la variation globale du nombre de prescriptions pour les adultes, pour l'ensemble des adultes. Donc, pour l'ensemble des adultes, il y a une augmentation de prescriptions de 2 % dans l'année 2020, de prescriptions par assuré. Alors, premier élément qui nous frappe, qui est frappant, ben, c'est les antibiotiques. Une baisse de 20 %. On peut supposer qu'on aura la même chose pour les enfants tantôt. Alors, évidemment, les gens sont moins sortis, les enfants sont moins allés à l'école, ils ont moins ramené de virus, de grippe, de rhume à la maison. Les gens se protégeaient plus, se lavaient les mains, etc. Donc, moins de transmission simplement de rhume et de grippe, comme comparativement aux années passées. Une augmentation relativement importante des vitamines, parce que les gens ont voulu, entre guillemets, se booster leur système. Alors, c'est probablement un élément de ça. Ici, on a les faits. Chercher les causes en arrière et les éléments psychologiques, sociaux, c'est autre chose. Et bon, alors, 3 maladies ou contraception, glande thyroïde ulcère, qui a des augmentations de 5 %. Le dernier point peut-être qui vous intéresse, on a entendu beaucoup parler, la dépression. Alors, chez les adultes, une augmentation de nombre de prescriptions d'environ 8 % pour les problèmes de dépression. On sait que c'est un élément qui a touché beaucoup de personnes, dont on entend beaucoup parler. On a entendu bien des chiffres. Je ne veux pas minimiser, mais on n'est pas dans les 20 ou 25 % d'augmentation.
Ici, on a 8 d'augmentation pour les cas de dépression. Passons maintenant aux enfants. Et en passant, je m'excuse, je voudrais bien répondre à vos questions, mais je ne peux pas le faire en direct. Alors, prenez-les en note. Gênez-vous pas. À la fin, on pourra essayer de répondre à vos questions. Alors, le même principe ici, mais pour les enfants. Alors, première chose, la ligne verticale, qui tantôt était à 2 d'augmentation. Pour les enfants, c'est une baisse de 9 de la moyenne des prescriptions par assuré. Alors, c'est une baisse majeure qui est probablement due au genre de maladies qui ont le plus varié. Alors, la première qui nous frappe, évidemment, c'est les antibiotiques. On en a parlé tantôt. On était à moins 20 pour les adultes. Pour les enfants, moins 40 Alors, évidemment, les enfants sont allés beaucoup moins à l'école, en garderie. Et quand ils étaient à l'école, en garderie, ils se lavaient les mains. Il n'y avait pas encore de masque, en tout cas pas pour les jeunes. Mais on voit que c'est l'effet de ces mesures-là pour la santé publique ont sûrement eu un effet pour la COVID, mais ont un effet majeur aussi pour nos petits rhumes et nos petites grippes annuelles. Pour les allergies, c'est la même chose, beaucoup moins de médicaments pour les allergies, qui est probablement dû un peu au même genre de cause, moins de rassemblement de personnes. L'asthme aussi peut-être est dû à ça. Il y a peut-être des gens qui voudront regarder ça de plus près. Alors, mais ce qui augmente le plus ici, on le voit à la quatrième ligne, la dépression en gris. Alors, 10 Alors, pour les enfants, n'oublions pas que les enfants, là, c'est pas juste des bébés de 5 ans, ça va jusqu'à 25 ans. Alors, au Québec, alors l'augmentation des prescriptions par assuré, une augmentation de 10 ce qui est quand même très important pour les enfants. On a vu que pour les adultes, on était à 8 alors c'est plus pour les enfants. Alors, la dépression, on vient d'en parler, on va en parler encore un petit peu parce que c'est un élément, évidemment, que l'on juge de la lorgnette, si on veut, des médicaments, là, c'est encore une fois très limité, mais quand même. Alors, ce qu'on a ici, c'est la variation de 2019 à 2020 de l'utilisation par assuré, par groupe d'âge. Alors, en moyenne, c'est une augmentation de 7,8 On l'a par groupe d'âge. Les deux premiers groupes, moins de 10 ans, 10-14 ans, sont en bleu, mauve pâle, simplement parce qu'il y a très peu de cas ici. Alors, un cas ou quelques cas de plus ou de moins peut faire varier. Alors, j'aurais pu les enlever, j'ai voulu les laisser, mais je les ai mis ce couleur-là pour montrer que là, je pense qu'il ne faut pas s'en préoccuper plus que ça. Mais ce qui nous frappe, nous frappe tous, en tout cas, moi, ça me frappe, c'est les 20-24 ans, les 25-29 ans, des augmentations de 22-20 dans les deux cas. Alors, c'est des jeunes adultes. On avait le même phénomène l'an passé. Il y a sûrement une bonne partie de cette augmentation-là qui est due à la pandémie, mais il y a une partie, je dirais, fondamentale à la vie. Alors, c'est le moment où on se pose des questions dans la vie. On arrive sur le marché du travail. On a des conjoints, des conjointes. Il y a peut-être plus de divorces dans ces années-là, etc. Alors, tout ça amène du stress. Il y en a plus en temps de pandémie. Mais je pense, et ça va être intéressant de l'analyser dans les années futures, il y a beaucoup, et on avait commencé à en parler un petit peu l'an dernier, je pense que les problèmes d'éco-anxiété qui nous touchent beaucoup moins les personnes plus âgées, non pas qu'on s'en fout, en tout cas peut-être un certain nombre de personnes, mais c'est moins stressant. On n'a pas 40 ans de vie devant nous, on n'a pas toute notre vie devant nous, mais des jeunes qui sont bombardés par de l'information qui est souvent tragique, c'est peut-être un grand mot, mais extrêmement négative sur l'avenir de la planète, du réchauffement planétaire. Moi, je pense que ça joue énormément ici chez les jeunes de 20 dans la vingtaine, dans les 20-30 ans. Alors, ça va être analysé dans les années futures, mais pour l'année passée, donc effet de pandémie, on peut penser qu'il y a vraiment un certain nombre de points de pourcentage qui sont dus à la pandémie. Alors, notre troisième section, RAMQ, Ontario et autres considérations. Le tableau où on présente les chiffres de comparaison entre le coût moyen d'une prescription dans le secteur privé, donc représenté par TELUS, et à la RAMQ, pour les adhérents, c'est-à-dire les gens entre 18 et 65 ans. Alors, on a l'augmentation, la prescription moyenne, la variation pour chaque année. Et on voit qu'à chaque année, il y a le différentiel dans la colonne de droite. On voit qu'à chaque année,
la variation est plus forte dans le marché privé qu'à la RAMQ, sauf une année, en 2016, l'année où on a forcé les génériques. À ce moment-là, le marché privé a pu se rattraper un peu. Qu'en est-il arrivé en 2020? Alors, une augmentation de la prescription moyenne de 3,9 pour TELUS, alors que la RAMQ, ça, c'est nouveau vraiment, une augmentation de 6,1 C'est 3-4 fois plus que toutes les années passées lorsqu'on avait des 1 Il y a une année qu'on a eu un 3 là. Alors, c'est vraiment majeur. C'est une estimation. On n'a pas les chiffres totaux encore. Et la RAMQ a bien voulu me donner ce chiffre-là qui n'est pas encore publié. On sera peut-être à 6 ou 6,1 mais c'est vraiment une différence importante. Et à ce que l'on sache, il n'y a rien qui peut expliquer ça. Sinon, ce que la RAMQ me dit, puis les analyses pourront nous préciser ça. Sinon, un retour à la normale. Il n'y a plus de négociation de produits génériques ou de produits novateurs ou quoi que ce soit. Alors, une augmentation quand même importante au coût de la RAMQ. Et donc, pour la deuxième année, en 12 ans, là, la deuxième année, le marché privé, si on veut, ne perd pas de terrain comparé à la RAMQ et c'est l'inverse. Mais si on le regarde quand même sur 13 ans que l'on a ici, c'est à 2007, on dit on est à 100 on n'avait pas le même prix, mais on part de là. Alors, dans le marché privé, les augmentations qu'on vient de voir nous font une augmentation globale, se conclut par une augmentation globale de 42 alors que dans le marché à la RAMQ, c'était 106 et on voit que c'est vraiment juste la dernière année où il y a une augmentation qui fait qu'on se rattrape un peu. Mais quand même, sur 13 ans, c'est une augmentation plus élevée de 34 dans le privé qu'à la RAMQ. Et ça ne tient pas compte des ententes d'inscription dont on va parler dans les prochaines diapos. Des ententes d'inscription qui ajoutent sans doute environ 9 de plus dans les régimes privés qu'à la RAMQ. Ici, il faut bien voir les ententes au gouvernement, les ententes d'inscription. Les rabais ne vont pas au régime d'assurance médicaments, ne vont pas au prix des prescriptions, mais si les pharmaceutiques font un chèque, ça va dans le fonds général d'assurance, dans le fonds général du gouvernement. Alors donc, le marché privé, ça nous coûte beaucoup plus cher qu'au public. Alors, et ça vient de quoi essentiellement? Ben, ça vient de l'augmentation, ça vient du différentiel sur les honoraires et les marges. Donc, dans le privé, c'est l'année 2020, 18,68 en moyenne, comparé à plus ou moins 9 à la RAMQ, donc plus du double dans le marché privé. On parlait des ententes d'inscription pour les produits novateurs en premier lieu. Donc, en date du 31 mars 2020, ça fait longtemps, mais c'est les chiffres du rapport annuel qui ne sortent qu'en septembre. Mais donc, il y a un an, il y avait environ 138 ententes comparativement à 113 l'année précédente. Donc, une augmentation d'une vingtaine d'ententes. Si on prend ces médicaments-là et on se reporte dans le portefeuille de TELUS, ça représentait 238 millions, soit 20 des coûts totaux pour le Québec. Si on analyse les chiffres, et vous pourrez le faire, du rapport annuel de la RAMQ 2019-2020, alors là, c'était un remboursement, si on veut, un gain pour le régime public de 359 millions, qui représente 7 des coûts bruts ou 12 des coûts nets. Les coûts nets avant, après, c'est-à-dire franchise, assurance et primes. Donc, un gain, une réduction des coûts pour l'ensemble du régime gouvernemental de 7 Il y a des ententes, évidemment, dans le secteur privé, mais je ne peux pas vous dire ce qu'elles sont et ce que ça donne parce que c'est, dans la grande majorité, inconnu. Mais il n'y en a sûrement pas pour 138 produits. Alors, mettons un chiffre peut-être de 2 là, en moyenne et encore. Il demeure que au niveau du gouvernement, ces ententes-là donnent une économie d'environ 5 de plus que dans le marché privé. En plus des ententes pour les produits novateurs, le gouvernement a aussi des ententes pour les produits génériques, des ententes qui ont été conclues en 2017-18. Et ces ententes-là, au 31 mars 2020, ça touchait 2 999 produits, donc pour ne pas dire 3 000 produits. Et ça représentait des économies de 78 millions ou 1,5 Ceux qui étaient avec nous l'an dernier, ben, si vous regardez vos chiffres, vous verrez que c'était beaucoup plus haut que ça, mais l'entente fait qu'il y a une réduction
le gain s'amenuise à chaque année. Et le secteur privé, malheureusement, comme ici, n'a pas du tout droit à ces économies. Et ces économies-là, encore une fois, c'est pas les négociations sur les prix des génériques dont le secteur privé bénéficie aussi, mais c'est vraiment des ententes d'inscription où les compagnies pharmaceutiques vont vont remettre au gouvernement un montant à chaque année. Ça, c'était le Québec. Au niveau du gouvernement fédéral, au 31 décembre 2020, l'Alliance pan-canadienne pharmaceutique avait conclu 344 ententes pour différents médicaments. Ça se compare à 343 en 2019, donc seulement une augmentation de 1. Les années passées, peut-être 25, 30, 40 par année. On peut supposer, évidemment, qu'ici, la pandémie a un effet. Les compagnies pharmaceutiques et le gouvernement et le ministère de la Santé avaient sûrement d'autres chats à fouetter, particulièrement sur les vaccins, que de se concentrer sur les ententes de prix. Alors, ça a très peu bougé. Si on fait juste une petite règle de 3, si on regarde l'économie qu'on avait pour les 138 produits au Québec de tantôt et qu'on veut estimer pour les 344, on aurait des économies de l'ordre de 12%, mais encore une fois, c'est très peu accessible au secteur privé. Et la CAP a fait des demandes, souvent fait des demandes pour participer à l'APP, à l'association, mais sans succès jusqu'à maintenant, malheureusement. Comparaison du Québec et de l'Ontario. Alors, encore une fois, pour l'ensemble des assurés ici, les 0-64 ans, a des chiffres que l'on a vus au début de la présentation. Donc, le nombre de prescriptions par mois, l'utilisation par assuré, 0,89 au Québec, 0,50 en Ontario. Les marges honoraires pour chacune de ces prescriptions-là de 18,68 au Québec, alors que c'était de 18,68 au Québec, alors que c'était de 16,12 en Ontario. Si on regarde sur une base annuelle, au Québec, ça nous aurait coûté pour l'ensemble des prescriptions 199 $, alors qu'en Ontario, c'est 97 $. Donc, au Québec, ça nous coûte 105 % de plus pour le service, pas 5 %, 105 % de plus pour recevoir le même genre de médicaments. Et on sait qu'en plus, les pharmaciens propriétaires au Québec reçoivent encore des allocations des fabricants qui peuvent aller jusqu'à 15 % des coûts de leurs dépenses, alors que c'est interdit en Ontario. Je pense qu'il y a des pas à faire au Québec pour baisser nos coûts. Et ceci, on peut estimer que ça amène des coûts, on l'a vu dans une des premières diapos. On peut probablement estimer différentes choses, mais probablement des coûts de l'ordre de 20 % de plus au Québec qu'en Ontario. Alors, dernière section, médicaments de spécialité qui nous touche tous, comme on entend. On parle beaucoup. Alors, une diapo je vous ramène ici à une diapo qu'on avait au tout début, donc variation du coût mensuel pour les 25-64 ans. Alors, les différentiels d'une province à l'autre. Alors, regardons comment cette variation moyenne du coût, comment ça se ventile pour les médicaments réguliers et les médicaments de spécialité. Alors, pour les médicaments, on voit ici que, premièrement, c'est beaucoup plus élevé pour les médicaments de spécialité, ce à quoi on pouvait s'attendre, et que c'est beaucoup plus élevé au Québec que dans les autres provinces. Donc, au Québec, les médicaments de spécialité, le coût mensuel a augmenté de 10,4 % l'an dernier, alors que les médicaments réguliers augmentaient seulement de 2. Je m'en vais aux provinces de l'Ouest, 6,3 %. Pas parce qu'ils prennent moins de médicaments de spécialité, probablement qu'ils prennent à peu près la même chose, sauf qu'encore une fois, comme je vous le mentionnais, il y a une grande proportion des coûts au-dessus d'un certain montant qui n'est pas très élevé, qui est pris en charge par le gouvernement. Donc, les régimes privés ont beaucoup moins de coûts à supporter pour les médicaments de spécialité. Pour les médicaments réguliers, qui sont souvent des médicaments, les génériques sont là-dedans, etc. Donc, on voit l'augmentation est beaucoup moins élevée. Et ici, on se rapporte au coût dont on a parlé précédemment. Alors, le coût par... les prescriptions moyennes ont diminué, donc ça a une influence sur ces coûts-là. Peut-être pas tellement sur le coût mensuel que sur les prochaines diapos ici. Donc, l'utilisation mensuelle. Alors, l'utilisation mensuelle, comme pour le coût par prescription, augmente plus pour les médicaments de spécialité. Au Québec, 7,1 %, alors que la moyenne était de 1,7 %. Et l'augmentation globale est de 1,7 aussi, évidemment,
en termes d'utilisation, les médicaments réguliers ont beaucoup plus de poids. Et on voit que c'est dans les autres provinces, c'est le même phénomène que tantôt. L'utilisation est moins forte qu'au Québec. Et l'utilisation des produits réguliers est plus forte. Encore une fois, ça, c'est en Ontario en particulier, 2,3 comparativement à 1,7 au Québec. C'est l'effet encore du nombre, de la quantité qui a diminué. Si la quantité diminue par prescription, les gens vont aller plus souvent en pharmacie. Donc, ça, c'est vraiment un effet de pandémie. Sinon, on peut supposer que l'utilisation des médicaments réguliers serait à peu près la même dans chaque province. Si on regarde maintenant la variation du coût admissible par prescription, une augmentation de 3,1 % au Québec, qui est très similaire à celle de l'Ontario à 2,9 %, mais ces deux provinces-là sont beaucoup plus élevées que celles de l'Ouest, encore une fois, dû au régime Pharmacare. Intéressant de voir la baisse de 1,6 % en Ontario. Je ne pense pas que les coûts ont baissé, mais c'est le coût par prescription, encore une fois dû au fait que les prescriptions moyennes étaient plus petites, donc les coûts ont baissé beaucoup et c'est des prescriptions pour la grande majorité, non pas pour des médicaments de spécialité, mais pour les médicaments réguliers. Sur la totalité du portefeuille de TELUS, regardons le poids de ces médicaments-là, continue à augmenter à chaque année depuis 12 ans. On est passé de 11 % à 32 %, une augmentation de 2 % l'an dernier. C'est 1 ou 2 % chaque année. Ce qui est peut-être intéressant à regarder ici, c'est que le nombre d'utilisateurs est pas très élevé, 1 %, mais quand même, on est passé de 1,1 à 1,3. Donc, il y a beaucoup de ces médicaments-là qui sont pour des maladies chroniques. Alors, il y a de plus en plus d'utilisation. On est encore, évidemment, dans un très bas pourcentage, mais il y a une augmentation qui est importante. Si on ventile cette augmentation-là maintenant par région, alors c'est intéressant de voir. Alors, ce qu'on a ici, c'est l'augmentation pour les 4 régions, une comparaison avec 2008. Alors, en 2008, on voit là les lignes vertes. On est à peu près au même niveau dans chacune des régions. Québec, Ontario, 11 %, Atlantique, 12 %. Province de l'Ouest, mais ici, j'ai seulement mis les provinces qui ont du Pharmacare. Alors, Colombie-Britannique, Saskatchewan, Manitoba. C'était déjà un petit peu plus bas, mais à 9 %. Mais on voit l'augmentation là au cours des années. Alors, on a 34 % en moyenne, mais ça se ventile à 40 % en province atlantique, Québec 36, Ontario 33, et les provinces de l'Ouest, encore une fois, dû au régime Pharmacare, un poids qui est beaucoup moins élevé pour les régimes privés que nous au Québec ou en Ontario. Et on voit que le Québec et l'Ontario, qui étaient au même niveau en 2008, l'Ontario, c'est un petit peu plus bas maintenant, c'est moins élevé, parce que dû au régime Trillium, qui n'est pas un régime comme Pharmacare, mais qui vient quand même retirer des régimes privés des coûts de médicaments très élevés. Alors, voyons pour quelques maladies, ça peut être intéressant pour vos analyses. Quelles sont les maladies où on utilise le plus les médicaments de spécialité? Les deux qui nous frappent, c'est les deux à chaque extrémité. Polyarthrite rhumatoïde, 99 % des coûts sont pour des médicaments de spécialité, alors que pour la sclérose en plaques à droite, 97 % des coûts. Le cancer, 79 %. Pour 3 maladies quand même importantes, le diabète, le déficit de l'attention et dépression, là, c'est seulement des médicaments pour l'instant, seulement des médicaments réguliers. Le pourcentage en haut de chaque colonne, c'est le pourcentage, le poids de chacune de ces maladies-là dans le portefeuille de TELUS. Alors, voyons sur une période là d'une douzaine d'années ici, c'est-à-dire non, je m'excuse, j'étais pas sur le bon graphique dans ma tête. L'évolution dans les médicaments de spécialité, les médicaments biologiques sont un élément important et les médicaments biosimilaires, très importants dans cette équation-là. Alors, ce qu'on a ici, c'est l'évolution du pourcentage d'utilisation des biosimilaires en dollars au Canada et dans l'ensemble des bios. Ce que j'entends ici par l'ensemble des bios, c'est tous les médicaments biologiques qui ont un biosimilaire. Si un médicament biologique qui n'a pas de biosimilaire, il n'est pas dans notre analyse. Alors, en janvier 2019, il y avait 7 % des coûts des bios qui étaient pour des biosimilaires dans l'ensemble du Canada, alors que c'est rendu 13 % maintenant. Donc, il y a une augmentation quand même, ça a presque doublé en 2 ans. Il faut se rappeler que la Colombie-Britannique, et ici le Canada, c'est à l'exclusion de la Colombie-Britannique. Pourquoi? Parce que la Colombie-Britannique, en 2019, a passé une loi où c'est devenu
je simplifie, obligatoire d'utiliser des biosimilaires au lieu des biologiques. Alors, il y a eu une annonce qui a été faite au mois de mai pour une mise en vigueur au mois de novembre. Ce sont les deux flèches. Alors, et on voit que déjà au mois de mai, lors de l'annonce, même si c'était pas encore en vigueur, on a déjà une hausse qui a commencé. L'autre point, c'est qu'on voit qu'en janvier 2019, on était déjà plus élevé de l'utilisation des biosimilaires en Colombie-Britannique, dû aux différentes façons de faire dans ce coin-là. Et on est rendu maintenant, donc ça augmentait à chaque année. On voulait voir si ça avait continué en 2020. Alors oui, ça a continué. Et en décembre 2020, il y a 69% des coûts des biologiques, comme on l'a défini tantôt, en Colombie-Britannique qui viennent des biosimilaires, alors que dans le restant du Canada, ce n'est que 13%. Donc, c'est beaucoup plus important en Colombie-Britannique. Et qu'est-ce que ça veut dire sur les coûts moyens par adhérent, par réclamant? Alors ici, ce qu'on a, c'est l'évolution du coût moyen par réclamant. Si on part d'un coût de 100%, Colombie-Britannique et le ROC, en dehors de la Colombie-Britannique, c'était pas le même coût, mais pour chacune de ces deux entités-là, on part à 100% et on regarde le coût. Donc, au Canada, excluant la Colombie-Britannique, on a une hausse de 18% sur 2 ans, alors qu'en Colombie-Britannique, on a baissé les coûts de 33%, donc d'un tiers. Les coûts sont rendus à 67% de ce qu'ils étaient en janvier 2019. Qu'est-ce que ça veut dire en dollars? Ben, déjà en janvier 2019, en janvier 2019, c'est ça, la ligne d'en bas, les coûts par réclamant en Colombie-Britannique étaient environ les 2 tiers des coûts au Canada. Pas à cause des règlements sur les biosimilaires, mais simplement à cause du fait que, encore une fois, le régime gouvernemental prend en charge beaucoup des coûts des médicaments coûteux et les médicaments biologiques en général sont coûteux. On se retrouve où en 2021, 2 ans plus tard, et donc le coût d'augmenter de 18% s'est rendu à 1 291 $, alors au Canada, alors qu'en Colombie-Britannique, on était à 535 $. Donc, moins de la moitié dû à ce règlement-là. Au Québec, il y a une loi des règlements ou des lois qui ont été passées au mois d'août 2020. Caroline va vous parler de ça beaucoup plus précisément la semaine prochaine. Alors, ce que j'avais commencé à dire tantôt, alors regardons les coûts sur une période de 12 ans, comment nos coûts ont évolué. Alors, le coût mensuel moyen, 75 $ à 129, le 129 qu'on a vu tantôt pour le Québec. Alors, c'est séparé entre le coût des médicaments réguliers, 67 $, qui est passé à 84 $. Donc, une hausse de 2% en moyenne par année sur 12 ans. Alors que pour les médicaments de spécialité, on est passé de 9 $ en moyenne en 2008 à 45 $ aujourd'hui. Donc, 45 $ sur 129 $, c'est notre 36% dont on parlait plus précédemment. Donc, le poids des médicaments de spécialité. Et donc, une hausse de 14,7% en moyenne sur 12 ans. Si la tendance se maintient, c'est les points de projection, mais si la tendance se maintient, ben dans 4 ans et demi, c'est pas très loin, là, quelque part à l'été ou au printemps 2025, le coût des médicaments de spécialité aura dépassé le coût des médicaments réguliers. Et le coût des régimes, de vos régimes, sera passé de 129 à 197 $, donc près de 50% d'augmentation. J'ai commencé à présenter cette diapositive-là il y a 4 ans. Et je peux vous dire que depuis ce temps-là, la ligne tient encore la route. Et donc, on est sur cette tendance-là. Donc, les médicaments de spécialité, c'est une préoccupation, évidemment, des preneurs, c'est une préoccupation de l'industrie et il faut s'y attarder. Et une autre façon de le voir, j'aime bien présenter cette diapo à chaque année. En 1993, lors de la mise en place du régime d'assurance médicaments, le bêta-séron était le médicament le plus coûteux, coûtait 17 000 $ par année. Si on compare ça au maximum des gains admissibles, qui est le salaire moyen essentiellement, donc de 34 000 $. Donc, c'est un rapport de 50%. Si on regarde l'an passé, en 2020, le médicament le plus cher qu'on avait dans le portefeuille TELUS, c'était le Myosim, un coût de 650 000 $. Le salaire moyen, évidemment, a augmenté. On était à 58 000 $. Mais c'est un rapport de 1100%. Simplement pour signaler, encore une fois, je le répète personnellement, depuis plusieurs années, mais je ne crois pas qu'on peut continuer à soutenir de tels médicaments. C'est des médicaments très utiles, on n'en doute pas, mais à des coûts faramineux. Il va falloir à un moment donné prendre des décisions sur est-ce qu'on continue à les couvrir. Je reviens ici
Deux dernières petites diapos, parce qu'on a entendu parler un peu, mais c'est peut-être pas nécessairement tout le monde qui en est conscient. J'avais une diapo comme ça en 2017-18. Le CEPBM, le Conseil d'examen des prix des médicaments brevetés, qui est le comité qui regarde lorsqu'un nouveau médicament arrive sur le marché, une fois qu'il est accepté par Santé Canada, nous dire, OK, à quel prix on peut le rembourser. Une compagnie pharmaceutique va dire, je voudrais avoir 1 000 $ pour ce médicament-là. Est-ce que c'est acceptable ou pas? Et donc, ce comité-là fait l'analyse et, pour faire ça simple, se compare à 7 autres pays, l'Allemagne, la France, l'Italie, les États-Unis, etc. Et donc, on voit que le prix moyen de ces pays-là serait 27% plus élevé que celui au Canada. Et évidemment, celui qui est le pays qui apparaît, évidemment, le outlier ici, là, c'est clairement les États-Unis. Alors, qu'est-ce que le Conseil a proposé après maintes études en 2018, a proposé de changer la liste de pays et non pas d'avoir 7 pays, mais d'en avoir une douzaine et d'en enlever 2. Personnellement, j'aurais simplifié beaucoup ça. J'aurais simplement enlevé les États-Unis, puis je pense qu'on a réglé une grande partie du problème. Mais ça a été proposé comme ça. On a rajouté, on est rendu à une douzaine de pays, mais on a sorti les États-Unis et la Suisse à droite. Et si on fait maintenant la moyenne de ces médicaments, la moyenne du coût des médicaments, alors on se retrouvait à 83 dollars, sont 83% comparativement à 127. Donc, une baisse des coûts de l'ordre de 35%. Si ça s'appliquait à tous les médicaments d'un coup sec. C'est pas ce qui va arriver si ça arrive un jour. Ça va être par étapes. Mais on voit quand même qu'on paye nos médicaments beaucoup plus cher au Canada. Je ne vois pas pourquoi on paye nos médicaments plus cher qu'en Allemagne ou plus cher qu'en Belgique ou ailleurs. Alors, je pense que cette demande-là ou cette suggestion-là du Conseil des médicaments a plein de bon sens. Cette demande-là aurait dû entrer en vigueur il y a longtemps. La dernière date officielle, c'était en juillet 2020. Ça a été reporté à cause de la COVID. Ça devait être en janvier 2021. Ça a été reporté à cause de la COVID. C'est maintenant prévu pour le 1er juillet 2021. Alors, le 1er juillet prochain. Et espérons que ça rentre en vigueur. Et le Conseil demande aussi d'avoir d'accès au prix réel. C'est important parce qu'ici, la comparaison aux États-Unis, 3,5% les médicaments sont plus chers aux États-Unis, mais non seulement c'est plus cher, mais c'est même pas le prix réel. Je pense que ça, c'est important de le voir. C'est le prix, si on veut, officiel. Mais le prix vraiment payé, c'est après les ententes avec les tiers payeurs, les assureurs, etc. Et à ce moment, ce prix-là, on ne le connaît pas exactement, mais on peut supposer qu'il est peut-être à 2 fois. Donc, beaucoup plus cher qu'ailleurs ou 2,5 fois, mais quand même pas le 3,5. Donc, en plus, évidemment, puis il y a des ententes dans d'autres pays. Ce que le Conseil va avoir, c'est le prix réel et non pas seulement le prix de liste. Alors, vous allez dire, ouais, mais Jacques, on se plaint, tu frappes toujours sur ce clou depuis longtemps. Mais je me sens moins seul. Et ceux qui voudront aller voir le mémoire qui a été présenté par la CAP, l'Association des assureurs, pour le budget fédéral 2021. Donc, ça a été présenté ce printemps. Et je pense que c'est important de voir j'ai sorti 4 phrases. Les prix que paient les Canadiens sont parmi les plus élevés au monde. Notre industrie, les assureurs, appuient entièrement la réforme qui a été différée plusieurs fois. Selon nous, la 3e ligne est importante. Le cadre proposé établit l'équilibre voulu, c'est-à-dire des prix équitables contribuant à un environnement propice à l'innovation dans l'industrie pharmaceutique et l'assurance que les Canadiens n'auront plus à payer les prix parmi les plus élevés au monde. Et donc, nous encourageons le gouvernement fédéral à aller de l'avant le 1er juillet 2021 sans plus de report. Alors, est-ce qu'il y aura quelque chose dans le budget présenté au moment où je vous parle? Je ne sais pas. Mais espérons, et je pense que tout le monde ici dans l'industrie veut que cette réforme-là prenne place. Alors, terminer rapidement. Alors, les conclusions, la pandémie, donc, ne semble pas avoir d'effet majeur sur les coûts globaux. Lorsqu'on regarde les augmentations de coûts, ça ressemble aux années passées. Évidemment, il y a des variations d'une maladie à l'autre. Il y a une hausse des médicaments pour dépression, des prescriptions pour médicaments pour la dépression. Sans doute, on a entendu parler. Mais il y a d'autres, je pense, comme je vous le disais, il y a d'autres raisons sous-jacentes à ces augmentations-là. Et il y a une baisse drastique des antibiotiques. Peut-être que ce serait une leçon à se rappeler pour les années futures, pour les enfants à l'école, etc. Donc, peut-être se laver les mains plus souvent et d'avoir des masques, je ne sais pas. Et les médicaments de spécialité, jusqu'où pourrons-nous les supporter?
je vous laisse la question. Dernier point, lorsque j'ai préparé la présentation, je me suis dit, je vais la présenter mardi matin, donc j'aurai quand même eu quelques heures pour analyser le budget. Je ne les ai pas au moment où je vous parle, mais je l'aurai au moment où on pourra se poser des questions, c'est-à-dire plus tard mardi. Donc, qu'est-ce qu'il y aura au sujet du régime national dans le budget 2021? Je le laisse avec un point d'interrogation. Merci de votre attention. Je sais que c'est pas évident de suivre des conférences par Zoom ou autres moyens techniques. Merci beaucoup de votre attention et je serai heureux de répondre à vos questions. Merci et à l'an prochain, j'espère, en présentiel, comme on dit.